La dernière fois que j'ai entendu la voix de ma mère, c'était un message vocal me disant de ne pas venir pour Noël. Pas d'explication, juste « Ne compliquons pas les choses plus que ce qu'elles sont ». C'était il y a 8 ans. Alors, quand son nom est apparu sur mon téléphone un mardi après-midi comme un hasard, je n'ai pas répondu. Je suis restée là, à regarder l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne à nouveau. 5 minutes plus tard, un texto est arrivé. « Il faut qu'on parle. C'est urgent. À propos de la succession. Succession. Pas de famille, pas de moi. La succession. » Je n'ai pas répondu. Mais quelque chose me disait que j'aurais de leurs nouvelles. Et j'avais raison. Ce soir-là, j'ai reçu un second message, cette fois de mon frère, Ethan. Aussi froid que d'habitude. Professionnel, comme si j'étais une étrangère. Il m'a envoyé un email depuis les ressources humaines. Il y a un litige concernant la succession. Ton nom a été mentionné. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Mon nom. Le même qu'ils avaient effacé de chaque dossier, photos et conversations de famille. Le nom qu'ils ont omis des invitations de mariage et des cartes de Noël. Le nom qui, jusqu'à ce moment, avait été mort pour eux. J'ai accepté. Pas parce que je voulais les voir. Je voulais juste savoir à quel point les choses étaient devenues graves, si des fantômes comme moi étaient convoqués. Nous nous sommes rencontrés dans un bureau en verre, au centre-ville. Terrain neutre. Trop propre pour contenir de la vérité. Ma mère était déjà assise, vêtue d'un blazer beige et d'un remords bien préparé. Ethan était à côté d'elle avec une feuille de papier, feuilletant les pages comme s'il gérait une réunion du conseil d'administration. Pas de câlin, pas de « comment tu vas ?» Juste « il y a une formalité dans le testament. Tu es toujours mentionnée sur la fiducie historique comme héritière conditionnelle. Nous avons juste besoin que tu vérifies une chronologie. Cela ne prendra pas longtemps. » Je les ai regardés, 2 personnes qui m'avaient coupé comme si j'étais une faute de frappe dans leur héritage. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. « Intéressant, » ai-je dit. « Vous m'avez enterré. Mais je vois que je suis encore utile, sur le papier. Je n'ai pas toujours été l'invisible. Il fut un temps où ma mère disait aux gens que j'étais l'accomplie discrète. J'avais des A partout. Je jouais du violoncelle. Je ne manquais jamais le couvre-feu. J'étais l'enfant qui rendait les choses faciles. Puis est venu le fonds en fiducie. C'était l'idée de ma grand-mère, sa façon de préparer chaque petit enfant à l'avenir. Éducation, entreprise, un chez-soi. Elle avait mis de côté une portion pour chacun de nous. Le mien a été le premier à être déposé. Je me souviens de son écriture sur l'enveloppe, l'avenir d'Avry. Mais après son décès, les choses ont changé. Subtilement au début. Mon nom a cessé d'apparaître dans les emails familiaux. Des projets de vacances ont été faits sans moi. Ma mère me regardait à peine lors des conversations pendant le dîner, comme si j'avais interrompu quelque chose. Ethan est devenu plus bruyant, plus impliqué. Il se qualifiait de l'exécutif, comme si c'était un titre qu'il avait mérité. Un soir, je suis rentrée chez moi pendant les vacances et j'ai trouvé ma chambre complètement vide. Meubles partis, œuvres d'art par terre. Ma mère était déjà en train de la transformer en espace de yoga. C'est juste plus facile comme ça, a-t-elle dit, comme si je m'étais lentement dissoute et qu'elle ne réagissait qu'à la gravité. Cette même semaine, j'ai vu un relevé bancaire sur le comptoir de la cuisine. Juste assez longtemps pour remarquer que mon fonds en fiducie était inscrit sous un autre nom. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père a fermé son ordinateur portable et a dit « Tu es en train de dramatiser. » Je ne l'étais pas. J'ai commencé à fouiller. Discrètement. J'ai imprimé tous les documents auxquels j'avais accès. Capture d'écran, journaux de transfert bancaire. Copie des formulaires notariés signés par ma grand-mère. J'ai tout stocké dans une archive numérique. Horodatée, cryptée. C'était le début de la fin. La nuit où ils m'ont coupé n'a pas été une scène. Pas de cris. Pas de valise sur le porche. C'était plus froid que ça. Mon père a simplement dit « Cette maison ne porte pas de poids mort. » Et comme ça, mon numéro a été bloqué. Mes paiements pour l'université ont disparu. Le bureau d'aide financière a signalé mes dossiers comme étant des financements non confirmés.
Lorsque j'ai appelé pour demander ce qui s'était passé, ils m'ont dit « Votre famille a annulé l'autorisation ». J'ai envoyé des emails. J'ai essayé d'écrire des lettres. Rien. Les amis avec qui j'avais grandi ont arrêté de répondre. L'un d'eux m'a même dit « Ta mère a dit que tu avais fait une crise, que tu t'étais enfui. » Je n'étais pas partie en courant. J'avais été effacée. Finalement, j'ai cessé d'essayer. J'ai déménagé dans un appartement au sous-sol dans un autre état. J'ai trouvé un emploi en révisant d'anciens dossiers municipaux pour une société d'archives. Le travail était lent, méthodique, silencieux. Il me convenait. J'ai continué à documenter tout, pas par vengeance, juste parce que c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Avec le temps, j'ai appris à vivre sans être vue. Comment payer le loyer sans cosignataire? Comment reconstruire mon crédit à partir de rien? Comment rechercher la jurisprudence dans 4 états différents? Je ne postais rien, je n'appelais personne, mais j'observais, et je me souvenais. Je me souvenais que l'argent ne disparaît pas. Il trouve juste de nouveaux propriétaires. Je me souvenais que les signatures peuvent être tracées, que les notariations sont publiques, que l'histoire familiale, même enterrée, laisse toujours des traces papier. Ils pensaient qu'en m'écartant, je disparaîtrais. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que je savais comment l'héritage avait été construit. Et maintenant, je savais exactement où il craquait. Après cette réunion dans le bureau vitré, je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai marché 3 rues jusqu'à un café tranquille, ouvert mon ordinateur portable et commencé à consulter des fichiers que je n'avais pas regardés depuis des années. Ils voulèrent que je vérifie une chronologie. J'ai décidé de vérifier tout. D'abord, je me suis connectée à la salle des documents où j'avais sauvegardé les archives depuis le jour où j'ai quitté la maison. Plus de 400 entrées, étiquetées, datées, sauvegardées 2 fois. Chaque retrait de scolarité, chaque changement dans la fiducie, chaque lettre notariée de ma grand-mère. Je ne les avais pas collectées pour ce moment. Mais maintenant, je me rendais compte, ce moment m'avait collecté. Le lendemain, j'ai appelé malade et je suis allée au bureau du greffier du comté. Les fiducies historiques sont légalement uniques. L'héritage de ma grand-mère avait été préservé sous un accord de conservation parce que le terrain contenait des vestiges architecturaux liés aux premiers établissements régionaux. Cela signifiait que l'héritage était soumis à une supervision, pas seulement par la famille, mais aussi par la Fondation de préservation historique, une organisation à but non lucratif au niveau de l'État qui surveillait l'utilisation. J'ai demandé les dossiers publics de la Devo Trust, le nom du fonds global qui détenait notre propriété familiale. Le greffier a levé un sourcil et a demandé une pièce d'identité. J'ai montré ma carte de visite à la place. Chercheuse indépendante. Analyste en patrimoine. Elle m'a tendu une clé USB avec 32 documents. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver ça. Une déclaration scannée, datée de 5 ans, intitulée « Déclaration de retrait d'héritier, Avriline », signée électroniquement, tamponnée par un notaire à distance en Arizona. Je n'étais pas allée en Arizona. Je n'avais retiré aucune somme. J'ai zoomé sur la signature. Elle correspondait à un vieux formulaire que j'avais signé à 17 ans, l'été avant l'université, lorsque mon père m'avait fait signer quelques mises à jour des dossiers familiaux. Ils avaient copié ce formulaire, changé la date, changé le titre, échangé les notaires, refilé le document, comme si j'avais disparu de mon plein gré. C'est ainsi qu'ils m'ont exclu de l'héritage, silencieusement, légalement, sans faille administrative, mais ils ont commis une erreur. J'avais toujours l'original du document. Les métadonnées de ce fichier montraient une date de création, un hash de fichier et un journal d'accès prouvant que je n'avais rien signé après 2016. Mieux encore, j'avais téléchargé ce fichier dans un dépôt cloud avec une vérification par blockchain, un service utilisé par les chercheurs pour horodater les pistes de recherche. Il n'était pas seulement sauvegardé, il était verrouillé dans le temps. Ils avaient de falsifier un retrait. Mais le registre montrait que je n'avais jamais été légalement partie. Je sentais la pression monter derrière mes tempes. Un mélange de nausée et de rage. Ils ne m'avaient pas appelé parce qu'ils me manquaient. Ils ne m'avaient pas appelé parce qu'ils avaient eu un changement de cœur. Ils m'avaient appelé parce que la Fondation de préservation avait rouvert leur dossier après qu'une plainte ait signalé des dossiers d'héritiers incomplets.
Si un héritier avait été frauduleusement retiré, la fiducie pouvait être gelée. Pire encore, le terrain pouvait revenir à l'État ou être absorbé dans le programme éducatif de la Fondation. Un résultat que mes parents n'accepteraient jamais. Ils préféraient vendre l'héritage plutôt que de le rendre public. Et la seule manière de le corriger ? Me faire confirmer leurs mensonges. C'est pourquoi ils avaient besoin que je vérifie la chronologie. Pas pour clarifier. Pas pour corriger, pour couvrir. Et l'ironie, la même famille qui m'a jetée, m'a réduite au silence, m'a enterrée. Se tenait maintenant sur un terrain qu'ils ne pouvaient pas légalement revendiquer sans moi. Ils voulaient une signature, un service, une réparation. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je ne suis pas revenue pour participer. Je suis revenue pour auditer. La prochaine fois que je les ai vus, je n'étais pas seule. J'ai apporté un ordinateur portable, un dossier imprimé et un enregistreur vocal. Pas parce que j'avais besoin de drame, mais parce que je voulais qu'ils sachent, rien dans cette histoire n'était accidentel. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au 2e étage dans un autre cabinet d'avocats. Encore un terrain neutre, mais plus petit, avec des chaises moins chères. Le genre d'endroit où les gens règlent des différends qu'ils ne veulent pas porter en justice. Ethan était déjà là, en train de faire les 100 pas. Ma mère était assise près de la fenêtre, les doigts autour d'un thermos de thé, comme si cela pouvait apaiser sa conscience. Elle s'est levée lorsque je suis entrée. Je ne l'ai pas fait. L'avocat de la famille a commencé par la routine, habituelle. Nous vous remercions d'être ici, Avery. Commençons par la situation de la dévot. Je l'ai interrompu. Non, commençons par ceci. J'ai fait glisser la déclaration imprimée sur la table, le retrait frauduleux. Puis un second document, mon formulaire original de 2016, propre, non signé par aucun notaire, téléchargé et horodaté 3 ans avant leur version. Je n'ai jamais retiré, ai-je dit, et votre notaire n'était jamais autorisé à vérifier. Pour cette fiducie. J'ai déjà confirmé cela avec la Fondation. Ethan ricana. Tu exagères. On a dû restructurer les choses. Ce n'était pas personnel. La falsification, c'est personnel, dis-je. Je me tournai vers l'avocat. Votre bureau a déposé la version mise à jour, n'est-ce pas ? Il hocha lentement la tête, basé sur les documents fournis par la succession. Et si ces documents étaient éprouvés falsifiés ? Demandai-je, calmement. Il ne répondit pas. Je sortis la dernière pièce, un disque dur portable. Je le posai au centre de la table comme un détonateur. Il contient les archives de vérification blockchain, originaux, chaînes de garde, métadonnées, journaux IP et un message vocal de 2018. Je regardai ma mère, de toi disant à quelqu'un que je ne faisais plus partie de la famille. Donc nous simplifions le testament. Ma mère tressaillit. Ethan marmonna. Ça pourrait être n'importe qui. Je le regardai. Tu veux vraiment me tester ? Silence. Puis je posai les conditions. Tu veux que la Fondation te lâche. Tu veux préserver la succession et éviter une enquête pour fraude. D'accord. Voici mon offre. 1. Transférer la propriété à un trust public pour les jeunes déplacés. 2. Publier une correction me nommant, réintégrant mes droits. 3. Ne jamais me contacter à nouveau. La voix d'Ethan se brisa. C'est fou. Tu ne veux même pas de la terre. Je souris. Je veux la vérité. Et je veux qu'elle soit notariée. Ils n'acceptèrent pas immédiatement. Ma mère pleura. Ethan me traita de ingrate. Mais ils ne sortirent pas. Parce qu'ils savaient, si cela devenait public, ils ne perdraient pas seulement la succession. Ils perdraient de leur réputation, leur rôle dans toutes les salles de réunion et galas. Ils m'avaient enterré pour l'apparence. Maintenant, l'apparence serait ce qui les forcerait à me déterrer. Ils ne signeraient pas ce jour-là. Les gens comme eux ne se rendent pas sans cérémonie. Ils retardent. Ils se posent. Ils réexaminent. Mais 3 semaines plus tard, les documents arrivèrent, signés, tamponnés et témoins. La succession fut transférée à un trust public sous la supervision de la Fondation historique. Sa nouvelle désignation, la Maison des Veaux pour jeunes,
En transition, un projet de logement sécurisé pour les adolescents expulsés de chez eux. Je reçus une copie de la charte mise à jour par la poste, sans cérémonie, dans une enveloppe brune ordinaire. Aucune lettre, aucun pardon. Juste une signature institutionnelle et la date à laquelle cela devint officiel. Je l'encadrai. Quelques jours plus tard, un journal local publia un petit article. Succession familiale privée discrètement donnée après un conflit interne. Pas de nom, pas de drame. Juste quelques lignes sur l'héritage, la jeunesse et la gestion publique. C'était tout ce que je voulais. Pas les projecteurs, juste la correction. Pourtant, la famille ne put s'en empêcher. Ethan m'envoya un email. Court, amer, prévisible. Félicitations. Tu as brûlé ton propre nom pour prouver un point. Je ne répondis pas. Ma mère laissa un message vocal. Le ton oscillait entre la culpabilité et la stratégie. Elle pleura, mentionna la presse, dit qu'elle espérait que je trouverais la paix. Elle termina par « Malgré tout, tu seras toujours ma fille ». Je l'écoutai une fois, puis la supprimai. Parce que voilà ce qu'il en est quand on est effacé. Une fois que tu réalises que tu as survécu sans eux, tu arrêtes d'avoir besoin qu'ils te voient. La dernière formalité fut leur correction publique. Un paragraphe, publié dans la newsletter de la Fondation. Une erreur administrative avait précédemment mal représenté le statut d'héritier. Nous regrettons cet oubli et confirmons le rôle légal d'Avril Lynn en tant que bénéficiaire originale. Sa contribution à la réorientation de la succession est reconnue avec une profonde gratitude. Ce n'était pas personnel, ce n'était pas sincère, c'était mieux, c'était permanent. Ce week-end-là, je suis allée dans l'état voisin. Il n'y avait pas de véritable raison, juste le besoin de respirer dans un endroit avec moins de noms attachés à l'air. Je me suis arrêtée dans un petit cimetière à l'entrée de la ville. Le nom de ma grand-mère était gravé sur une pierre, modeste, entourée de fleurs sauvages et de graviers. Je n'y étais pas retournée depuis les funérailles. Je me suis assise à côté de sa stèle, pas longtemps, juste assez pour le dire à haute voix. Je n'ai pas gardé la terre, mais j'ai gardé tes conditions. J'ai posé une note pliée à côté de la pierre. Dedans se trouvaient les 3 documents originaux. Ces conditions de trust, mon formulaire notarié, et la lettre qu'ils avaient essayé de remplacer. Puis, je me suis levée. Je n'ai pas pleuré. Certaines fins ne nécessitent pas de larmes. Elles ont juste besoin de silence. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai intitulé « Clôture ». J'y ai classé tout, journaux d'email, enregistrements vocaux, actes de transfert de propriété, et une dernière note que je me suis écrite. Ils t'ont effacé pour protéger leur image. Tu as répondu par des preuves, pas par la vengeance. C'est ça, la différence entre héritage et exposition. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie propre, comme la propreté qui ne vient pas du savon, mais de l'être enfin, irrévocablement terminé. Certains héritages se terminent par des funérailles. D'autres se terminent par de nouveaux commencements. Le domaine d'Evo a ouvert en tant que centre pour jeunes en transition 4 mois après la validation des papiers. Le panneau à l'extérieur était simple, bois blanc, police avec empattement noir. Il disait « La maison Lynn », un endroit pour recommencer. Je n'avais pas demandé ce nom. La directrice de la fondation a dit que c'était approprié. « Tu étais celle qui a tenu bon », m'a-t-elle dit. Je ne l'ai pas corrigé. Le premier groupe de résidents est arrivé ce printemps-là. 5 filles, toutes entre 16 et 19 ans. L'une venait tout juste de sortir de l'accueil. Une autre avait passé les 2 derniers hivers à dormir sur des canapés avec un sac à dos et un livre de préparation au GED. Aucune d'elles ne savait qui j'étais. Pas vraiment. Cela m'allait ainsi. Je donnais un atelier de littératie juridique 1 fois par semaine. Comment lire un bail, comment contester une demande de logement refusée, comment notarier ta propre vie avant que quelqu'un d'autre ne la réécrive. Un soir, alors que je rangeais mon matériel, une fille, peut-être 17 ans, yeux perçants, vernis écaillés, est restée derrière. Elle m'a demandé «
Et si ta famille ne veut pas de toi? Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis j'ai dit, alors tu construis une vie si solide qu'ils ne peuvent pas y toucher. Elle a hoché la tête, comme si elle avait déjà commencé. La maison se remplissait lentement, de petites manières discrètes. Des livres empilés, sur les rebords de fenêtres, des chaussettes séchant sur les radiateurs, des blagues à l'intérieur du frigo, le genre d'appartenance qui ne demande pas la permission. Chez moi, je gardais mon monde propre. Silencieux. Numéro non répertorié. Pas d'adresse de réexpédition. J'ai fait don des derniers objets personnels de ma grand-mère à la salle de lecture du centre. Sa plume, son dictionnaire annoté, le jeu de cartes sur lesquelles elle écrivait des devinettes d'anniversaire pour moi. Une nuit, je me suis assise dans le salon de la maison Lynn, tandis que les filles écoutaient de la musique sur un haut-parleur Bluetooth cassé. Elles riaient, fort, chaotique, réel. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas seulement échappé à une famille. J'avais fondé quelque chose de mieux. Pas un miroir de ce que j'avais perdu, mais une correction. Pas une table avec mon nom gravé dessus, mais une table suffisamment grande pour ceux à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Plus tard dans le mois, j'ai reçu une autre lettre, écrite à la main. Pas d'adresse de retour. Mais je connaissais l'inclinaison de l'écriture. Ma mère. Elle a écrit qu'elle me manquait, qu'elle voulait me voir, qu'elle espérait peut-être qu'on puisse essayer à nouveau. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté. Juste clarté. Parce que je ne retenais pas le passé en otage. J'avais simplement cessé de l'inviter. Au lieu de cela, je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert l'armoire du personnel et j'ai sorti un nouveau classeur. Je l'ai étiqueté « L'arbre généalogique réel ». Dedans, j'ai placé une feuille avec une question imprimée en haut. Qui t'a aidé à survivre? Chaque résident pourrait remplir une branche. Pas de nom de famille, pas de liens légaux, juste la vérité. Cette nuit-là, j'ai écrit la première entrée. Nom, Lutia, ma bibliothécaire de lycée. Ce qu'elle a fait, m'a donné la clé du bureau arrière quand je n'avais nulle part où aller. Ce qu'elle a dit, tu n'es pas un fardeau, tu es juste en avance. L'arbre a poussé lentement, comme toutes les choses qui comptent. Et cette fois, personne n'a été coupé de la page. Ils ne l'ont pas simplement effacée. Ils ont réécrit l'histoire comme si elle n'avait jamais existé. Nous ne poursuivons pas le pardon. Nous racontons les histoires de ceux qui reviennent, pas pour être acceptés, mais pour récupérer la vérité qui a été volée. Si tu as déjà été effacée, réécrite ou réduite au silence, dis-le nous dans les commentaires. Ton histoire mérite d'être entendue.